La romance est le genre de livre de fiction le plus lucratif, avec 1,44 milliards de dollars de recettes dans le monde en 2023 et plus de 39 millions de livres imprimés vendus. Et pourtant, malgré cette popularité, le genre souffre de stigmates pérennes. Ce sont des bêtises pour femmes un peu bécasses, un peu frivoles. Ce sont des histoires profondément antiféministes, un dernier bastion du patriarcat. Pire, ces histoires friseraient l'ineptie, le ridicule avec la romantaisie, ou seraient carrément dangereuses avec la dark romance, sous-genre dont on parle beaucoup ces dernières années, avec le succès d'un livre comme Captive. Et moi, quand je pense à la romance, je me dis d'emblée que c'est pas un genre pour moi. Je regarde les illustrations des couvertures, je lis les quatrièmes de couverture et ça suffit pour que je m'en détourne. Je vois ça et je me dis sincèrement, franchement, je me dis que ça va être nul. Et pourtant, j'adore les comédies romantiques. Au cinéma, c'est même mon genre préféré. L'un de mes films favoris, c'est quand Harry rencontre Sally. I'm gonna be 40. When? Someday. In 8 years. Et je suis très triste que les comédies romantiques sont devenues un peu le parent pauvre du cinéma ces 10-20 dernières années. Et l'année dernière, quand j'ai réfléchi à cette différence de traitement entre les romances écrites et les comédies romantiques que j'aime regarder, je me suis dit « Oui, j'ai beaucoup de pensées onomatopiques qui finissent en vidéo YouTube. » Sur cette chaîne, j'essaye modestement d'avoir une approche ouverte, curieuse, pas trop élitiste de la littérature. Mais est-ce que la romance n'est pas l'un des angles morts les plus criants de ma posture, puisque je n'ai même pas fait l'effort seul, de m'intéresser à un seul bouquin de romance? Comment est-ce que je peux dire que ce n'est pas pour moi et rejeter en bloc le genre le plus lu de la littérature contemporaine? Qui plus est, lu en écrasante majorité par des femmes, par mes consoeurs. D'ailleurs, comment puis-je rejeter le genre romance dans son ensemble alors que j'ai adoré des livres comme Anna Karénine, Belle du Seigneur ou encore Adolphe de Benjamin Constant. N'est-ce pas là une manifestation de ma misogynie internalisée? Une romance serait indigne d'intérêt lorsqu'elle est écrite par une femme, mais attention, lorsqu'elle est écrite par un homme, elle tomberait automatiquement dans la catégorie « grand livre au souffle romanesque qui traverse les siècles ». À la lumière de ces questions, il me fallait donc entreprendre une nouvelle quête. Et tel cet ami qui vous convainc de vous inscrire à un semi-marathon d'ici 6 mois, car tu verras, à 2, on va se motiver, ça va être super. Ce n'était pas super. Et cette personne ne s'est jamais motivée. Eh bien, il était plus qu'essentiel pour moi de ne pas être seule dans ce périple et de vous embarquer avec moi. Pour structurer cette vidéo, je vais partir de plusieurs idées reçues que j'ai sur la romance et à chaque fois explorer cette idée reçue à travers le prisme de différents livres que j'ai pu lire. J'en ai lu une trentaine pour cette vidéo, et de travaux académiques, car j'ai découvert que le sujet est très dynamique et foisonnant de concepts, tous plus passionnants les uns que les autres. Il est l'heure de vous montrer, enfin, après toutes ces années sur YouTube, que derrière cette couche de cynisme et de sarcasme se cache un cœur sensible, un cœur romantique. Allez, si on allait découvrir un peu la romance. La romance serait l'antithèse de la qualité littéraire. Le genre est connu pour ses structures répétitives, remplies de canons, de formules clichés, comme le fake boyfriend, le enemies to lovers, et globalement une écriture très médiocre. La valeur littéraire des œuvres de romance se situerait au fond du panier de la littérature. Le dénigrement de la romance populaire est aussi vieux que le genre lui-même. Il existe une longue tradition qui consiste à dédaigner ces livres en les considérant comme vulgaires, comme un ensemble de clichés bébêtes, allant jusqu'à une sous-littérature. Et on a de la chance parce que ce n'est d'ailleurs pas spécifique à la romance. Tous les domaines d'intérêt majoritairement ou exclusivement féminins, surtout quand ils concernent les jeunes filles, les adolescentes, sont méconsidérés par principe. Si les femmes aiment lire ces livres, et pas les hommes, c'est que ça doit pas voler haut. La féminité du genre fonctionne comme une sorte de barrière qui empêche les hommes, qui sont traditionnellement les critiques littéraires, ou en tout cas les garants de la véritable valeur littéraire, de le lire, de s'y intéresser et d'y trouver un intérêt, une valeur autre que purement récréative, mais attention, pour les autres, pour les bobonnes. Derrière cette idée généralement admise que la romance serait une occupation bête et futile, un plaisir coupable qu'il faudrait justifier, les chercheurs, eux, ont développé une approche sérieuse du genre. Ils considèrent ces livres comme des œuvres d'art légitimes, une forme de philosophie populaire qui contient des idées sérieuses sur la liberté des femmes. Et comme on m'a rabâché pendant des années et des années, tellement que c'est imprimé au fer rouge, qu'il faut définir les termes du sujet, je vais définir. Il faut différencier le genre, qui est la romance dans son ensemble, de la formule, ou
On dit le trope en anglais. La formule, ce sont des scénarios connus, reconnus, comme le « Oh vas-y, on va faire semblant qu'on est dans une relation même si c'est faux. Oh mince, on va tomber amoureux. » Ou encore, un autre qui est devenu très populaire aujourd'hui, « Jeune femme innocente rencontre un milliardaire qui devient fan d'elle. » Moi, la dernière fois que j'ai regardé la liste des milliardaires dans le monde, j'ai pas trouvé ce beau gosse trentenaire. Non, j'ai pas trouvé. J'ai du mal chercher. Pamela Régis a identifié les 8 éléments essentiels qui reviennent et qui définissent les œuvres de romance. Bien sûr, ces éléments prennent des importances, des formes différentes, mais déjà, ça permet d'avoir une compréhension commune de ce qui est de la romance et ce qui n'en est pas. Je parlais de Belle du Seigneur ou Anna Karénine. Ce ne sont pas des romances. Parce que pour qu'une romance appartienne au genre, la fin doit être heureuse, ou du moins pas malheureuse. Avant, cela se manifestait forcément, nécessairement par une forme d'engagement allant jusqu'au mariage. Mais l'engagement, ça peut être aussi la possibilité ouverte d'un futur à construire, comme dans Rebecca Weatherspoon ou David Nichols. La suite, le futur, le possible, est laissé à l'imagination des lectrices. Étant donné cette dimension de formule, on peut se dire qu'il suffit de lire une romance de chaque formule, et puis bah voilà, on a tout lu, on a fait le tour du genre. Ce serait comme dire que toute la musique pop qui reprend une même structure musicale serait peu digne d'intérêt, autant garder un seul morceau. Et peut-être que certains le pensent, mais pas moi. Au contraire, c'est même la reconnaissance d'éléments rassurants, connus, qui dans ce cas procure du plaisir d'écoute et de lecture. Laura Vivanco avance que les romances fonctionnent comme des contes modernes, qui demandent des compétences d'écriture certaines pour réussir et avoir du succès dans cette industrie aux contraintes très strictes, et dans laquelle il y a beaucoup d'œuvres. Le cadre de création est commercial, mais la formule n'est pas une prison, c'est un canevas. Ces auteurs et ces autrices de romances ne sont eux-mêmes pas dupes. En fait, ils s'approprient, ils détournent, ils jouent avec ces attendus. Dans une des romances d'Ali Hazelwood que j'ai déjà mentionné, à un moment, les 2 personnages se retrouvent à devoir partager une chambre d'hôtel pour une conférence. Et l'héroïne se dit « Mais j'ai lu ça quelque part, je sais qu'il n'y aura qu'un seul lit et que je vais être foutue » pour ensuite être détrompée. Et c'est très drôle parce que le personnage masculin dit « Mais de quoi elle parle en fait celle-là ?» Dans Funny Story d'Emily Henry, les 2 personnages se retrouvent colocataires après avoir été quittés par leurs partenaires respectifs qui ont décidé de se mettre ensemble. Charmant, très classe. Il y a un jeu métatextuel de référence à l'intérieur du genre qui accroît encore le plaisir par ces petits clins d'œil qui sont faits et qui sont offerts au lectorat. La formule n'est d'ailleurs pas gravée dans le marbre, notamment grâce aux influences des romances dites underground comme les romances queer et noires dont on parlera un peu après. J'en profite pour faire un aparté. J'ai bien conscience, je sais que cette vidéo et cette analyse se limitent à la norme occidentale, hétéronormalisée, celle qui a été un peu définie par Harlequin notamment. Il y aurait beaucoup à dire sur le genre de la romance quand il est spécifique à d'autres pays, d'autres cultures qui ont une longue tradition du genre très différente de cette norme, mais il faut faire des choix, et voilà, c'est le mien. On ne peut jamais tout traiter, ni avoir une vision omnisciente, absolue d'un sujet, et puis comme toujours, je viens vous dire tout ça avec ma propre compréhension, mon expérience et mes biais, et si vous avez des éléments à partager sur d'autres tendances et d'autres manières d'écrire des romances, mais allez-y. Concernant la qualité littéraire des textes eux-mêmes, les styles sont tellement variés qu'on ne peut pas vouer aux gémonies toute cette écriture en la qualifiant de médiocre. J'ai trouvé certains livres très beaux. J'ai particulièrement aimé One Golden Summer ou encore You Are Here, mais globalement, même Colleen Hoover, dont j'attendais vraiment pas grand-chose, je n'ai pas trouvé une écriture nulle, contrairement à certaines daubes que je peux lire. Vous savez que je souffre et que j'ai souffert. Après, je dois être honnête envers mon honnêteté. Selon moi, la romance n'est pas exigeante stylistiquement parlant. Ce n'est pas dans ce genre qu'il faut chercher des textes à la littérarité fouillée, qu'il faut chercher un style qui repousse les frontières du langage, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut construire avec les mots. Mais ça n'enlève pas au genre ses qualités spécifiques, qui vont plutôt être des techniques narratives, avec des jeux sur les temporalités, des points de vue, des personnages complexes, construit, fouillé, et un réel plaisir de la lecture qui n'est ni frivole, ni digne de moquerie. Pour les chercheurs, la romance populaire n'est pas un simple plaisir coupable. C'est un lieu sophistiqué de production de savoir, une véritable épistémologie. Pour reprendre les mots de Jayashri Camblé, la romance populaire est la forme la plus réussie de philosophie populaire du XXIe siècle. La rejeter en bloc comme nul, comme daube, c'est passer à côté de la manière dont des millions de personnes apprennent à faire sens de leur vie dans une société complexe et souvent indifférente à leur individualité.
La romance mériterait sa mauvaise réputation. Les personnages sont des caricatures qui contribuent à entériner des stéréotypes de genre, ainsi qu'une vision nocive de ce que doit être une histoire d'amour. C'est ça et pas autre chose. Lire des anciennes romances, c'est une dinguerie. Il faut le dire, le plus souvent ce sont des scénarios de conquête. Un homme courtise une femme jeune et innocente, presque toujours vierge. Certains passages sont à la limite du consentement, avec l'idée que la femme va céder. Il y a des scènes qui sont aujourd'hui considérées comme des VSS. J'en avais fait les frais malgré moi dans la romance de Giscard et j'étais vraiment... Sans rien justifier ou excuser, c'est bien un reflet de la société de l'époque. Les autrices qui écrivaient ces livres ne voyaient pas ces moments comme des viols. Ça ne veut pas dire que ça n'en était pas. Janet Hernandez cite l'autrice Cathy McWell qui revient sur les classiques des années 1980, comme La Flamme et La Fleur. Nous ne voyions pas le protagoniste masculin comme un vieux. On le voyait comme un homme viril qui aimait tellement cette femme qu'il aurait tout fait pour la posséder. Heureusement que ça a changé. Heureusement. J'ai lu 30 romances et j'aurais pas pu sinon. 30 romances, c'est vraiment beaucoup maintenant que j'y pense. Oui, on va parler du mâle alpha, pas du concept scientifique qui a été débunké, mais de l'archétype qui s'appelle ainsi pour désigner un homme qui correspond aux critères d'attraction virile. Souvent, c'est un homme mutique, stoïque, parfois torturé, un homme qui prend des décisions, qui sait ce qu'il veut, mais souvent, pour toute réponse, il ne sait que grogner. Dans les romances hétéros, le personnage masculin n'est plus le même. S'il correspond toujours à certains fantasmes physiques, il est souvent grand, sportif, musclé, et qu'il peut être un peu patibulaire de prime abord, comme dans les romances d'Ali Hazelwood, c'est un homme en réalité attentif, soucieux du bien-être des autres, profondément juste et même un allié féministe. On est loin de l'idée d'un homme à femme, d'un Casanova, qui aurait l'habitude d'accumuler les conquêtes et qui se retrouverait torturé par son amour pour l'héroïne. Qui eût cru que ça, ce n'est pas le fantasme des femmes ? Non, c'est book boyfriends. Dans l'écrasante majorité des romances aujourd'hui, ce sont des hommes qui savent communiquer, qui cherchent le consentement, qui font attention et prennent soin de l'héroïne. Dans Rewind It Back, Lee Stamford joue sur le décalage entre le personnage principal, Rio De Luca, un joueur de hockey professionnel qui habite dans une immense maison, mais en réalité, il a un petit cœur sensible, il est gentil, c'est un bon ami, il cherche avant tout une relation stable et aimante. On est vraiment bien loin de l'idée du playboy auquel on pourrait s'attendre. Bien sûr, on retrouve régulièrement des scénarios où le personnage masculin, traumatisé, hanté par les démons de son passé, se retrouve sauvé par l'amour de l'héroïne, comme dans Ugly de Colin Hoover. Je vous rappelle, au cas où, que vous n'avez pas à être le ou la psy de votre partenaire. Ce passage, dans One Golden Summer, un livre que j'ai par ailleurs adoré, résume bien ce changement du personnage principal masculin. Pour donner un petit peu de contexte, la grand-mère de l'héroïne, avec qui elle habite pour l'été, lui parle de ce qu'elle a observé dans sa relation naissante avec cet homme qui habite la maison en face de la leur. Grand-mère hoche la tête. Non, c'est parce que quand tu parles, il écoute. Quand tu souris, il sourit. Quand tu as besoin de quelque chose, il te propose son aide. Quand tu lui donnes quelque chose, il te remercie. Vous vous entendez merveilleusement bien. Je pense que tu as trouvé un ami pour la vie. Et si le personnage principal masculin a souvent des caractéristiques physiques et de personnalité de ce qu'on appelle l'hypermasculinité, selon Laura Vivanco, les autrices, grâce à cela, créent un laboratoire d'expérimentation sécurisé, dans lequel le pouvoir et la dynamique d'une relation peut être constamment discuté, négocié, loin d'être figé, avec des hommes qui incarnent ce fantasme, contrairement à la vraie vie où ça peut être très dangereux. Mais l'héroïne aussi a beaucoup changé. Elle n'est plus seulement un objet de désir, elle n'est plus une conquête à obtenir, même si elle n'a jamais été que ça. Elle est avant tout un agent indépendant qui choisit et décide pleinement. Même dans les romances les plus conservatrices, comme celle de Danielle Steele, l'héroïne est toujours accomplie professionnellement. Elle a des compétences qui sont reconnues et sa trajectoire professionnelle est un élément qui suscite respect et admiration de la part du héros. L'héroïne ne va plus tout quitter par amour. Elle ne va plus mettre sa vie, sa personnalité au service de ce qu'elle éprouve pour cet homme dans un mouvement sacrificiel très commun et attendu de la part des femmes. Même si ça l'attriste, elle va préférer choisir sa famille, sa carrière et créer les conditions de négociation d'une forme de vie commune, parfois non traditionnelle, avec son intérêt masculin. L'entourage de l'héroïne souvent reprend des discours semblables, tout en reconnaissant la nature spéciale,
unique de la relation, de l'amour qu'ils partagent, les conseils sont en définitive pragmatiques et sensés. Dans Haven, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, à un moment, l'héroïne a un doute sur le futur de sa relation potentielle et sa meilleure amie lui dit « Ah non, mais ne compte pas sur moi pour te dire quitte ton job, quitte ta ville, change toute ta vie pour un mec. Non, c'est pas possible. On a besoin d'amis comme ça. » Soyez cet ami. Cela n'empêche pas certaines romances de tomber dans des écueils bien connus qui m'agacent particulièrement. D'ailleurs, à mon sens, les succès internationaux sont rarement les livres les mieux écrits ou intéressants. Je pense à 50 Shades ou After. Mais même sans aller jusque-là, j'ai été par exemple très déçue par la romance lesbienne When Katie Met Cassidy, où j'ai retrouvé tout ce qui me déplaît dans une histoire, d'ailleurs même pas que dans une romance. Katie, l'héroïne, est une femme hétérosexuelle qui s'ouvre à la sexualité lesbienne avec Cassidy, l'autre héroïne qui, elle, l'est depuis toujours, ce que je voulais dire. Jusque-là, ok, mais en fait, Katie n'a aucun trait de personnalité intéressant. Elle est juste belle, et c'est cette seule beauté qui semble justifier l'attirance, l'amour fou de Cassidy. Et ensuite, à un moment dans l'histoire, elle se comporte affreusement envers Cassidy, sans que ça n'amène à la moindre conséquence. Elle est horrible, et immédiatement après, comme ça, Cassidy lui pardonne parce qu'elle se rend compte « Ah non, mais je l'aime vraiment ». Et ça m'énerve parce que ça entérine l'idée que l'amour est plus important que le respect de soi et que c'est ok en fait d'être maltraité dans une relation, mais non, la porte est là. Le moment de la déclaration identifié par Pamela Regis est particulièrement révélateur. Ce n'est pas qu'une simple déclaration d'amour, c'est une déclaration d'envie de construire une relation pérenne et surtout un moment de reconnaissance de la valeur de l'héroïne en tant qu'individu, en tant que partenaire. L'héroïne ne trouve pas seulement un homme, elle trouve une place dans le monde où ses talents et son cœur sont valorisés de manière égale. Ce changement s'observe aussi dans la place de la sexualité dans les romans d'amour. Les moments d'intimité qui passent par l'exploration sexuelle sont très importants et aujourd'hui quasiment tout le temps représentés. La sexualité féminine n'est plus pathologisée mais elle est valorisée en tant que telle. L'héroïne n'est pas seulement une femme aimante, c'est avant tout une amante avec sa volonté, ses désirs, et son plaisir est au centre de ces moments d'échange et d'exploration. Ce n'est plus le plaisir de l'homme avant tout, mais le plaisir de l'homme découle de celui de sa partenaire. Et ça, c'est un changement assez majeur. Les masculins en PLS. La dernière chose qui m'a vraiment étonnée en me lançant dans les lectures de romances, c'est que ce sont des fictions qui sont avant tout des tranches de vie. Oui, la relation amoureuse y est centrale, mais les thèmes explorés sont riches et variés. À mon sens, la romance est plutôt un genre qui met en scène des intimités familiales, des amitiés, des rôles dans la société et surtout des moments de choix, de transition, de changement. Ainsi, on va explorer la démence et la vieillesse avec Carly Fortune et Abby Jiménez, le monde académique scientifique dans Ali Hazelwood, les formes de reconstruction avec Rebecca Weatherspoon, l'héritage familial avec Loan Lee, notamment dans un contexte de famille immigrée, la solitude et la difficulté de la connexion humaine pérenne quand on a passé la quarantaine et que nos relations amoureuses ont été plus ou moins des échecs, avec le magnifique You Are Here de David Nichols. On est bien loin du cliché l'amour envers et contre tout, l'amour en tout premier, nous contre le monde. C'est plutôt comment composer avec cette attirance que les deux personnages vivent, ressentent, et cette potentielle relation dans un contexte familial et de vie plus global. Et ça a été une vraie bonne surprise, car pour moi en tout cas, une bonne romance est une romance qui fait vrai, où l'attirance et le lien sont sincères, la force des sentiments est justifiée et non pas forcée. Pour vous dire la vérité, j'ai choisi un peu ces 30 romances au hasard, au feeling. J'ai pas cherché volontairement les plus nuls, ni les meilleurs. Au global, j'ai été vraiment étonnée par la qualité et la profondeur de beaucoup de personnages et d'histoires. J'ai été détrompée de mon idée reçue et aujourd'hui je pense qu'il y a un vrai décalage entre ce qui va notamment être adapté à l'écran, que ce soit en série ou en film, de qualité souvent médiocre, et les romances écrites, publiées, qui elles sont bien moins archétypales et clichés qu'on ne le croit. Mon petit cœur cynique a été bien détrompé et a ressenti de belles émotions. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur d'aimer, moi. Je suis pas un mal alpha. La romance écrite une vision idéalisée. Il y a eu des haters? Il y a eu des mauvais commentaires? Vas-y, va leur montrer. Va leur montrer. La romance propage une vision idéalisée des relations hommes-femmes, bien loin de la réalité. Le couple est le but ultime d'une vie. Cette utopie est corrosive,
car elle empêche de penser et de mettre en marche des actions et des revendications plus larges. Les lectrices ne vivraient plus que dans ce monde fictionnel, rempli de book boyfriends. Mais en fait, les book boyfriends ne sont pas des poupées parfaites sous toutes les coutures. Les relations amoureuses des romances ne sont pas idéalisées. Les couples sont montrés dans leur complexité, dans leurs moments difficiles, parfois très difficiles, la maladie, la mort, la ruine financière. La force de ces personnages est de parvenir à naviguer ces difficultés ensemble. Ce modèle de partenariat ne devrait pas être perçu comme un idéal inatteignable, mais plutôt comme un souhait de base, une exigence normale. Oui, les femmes devraient pouvoir s'attendre à ce que les hommes soient un peu meilleurs et agissent non pas comme des simples récepteurs de leur amour, mais des parties prenantes, engagées et soucieuses de la relation. Ce que je reproche au genre est un petit peu paradoxal. Pour cela, je dois vous parler du concept de destinée hétérosexuelle. Dans ce concept, le couple serait nécessairement au centre d'une vie, seul contre le monde. C'est cette personne, ça a toujours été cette personne, ce sera toujours lui ou elle. Peut-être du fait de mon expérience personnelle, peut-être parce que j'ai le cœur noir d'une rageuse, mais vraiment je ne peux pas m'empêcher de trouver ça ridicule. Surtout quand c'est dans les romances adolescentes. Bien sûr que c'est toi ma personne. Ça a toujours été toi et ce sera toujours toi. Mais vous avez 18 ans 18 ans. Moi j'ai trop honte quand je repense à mes premiers partenaires. Et même quand les romances sont bien faites, comme dans Rewind It Back, j'ai du mal avec le trope ils se connaissent depuis très jeunes et ils sont des âmes sœurs depuis qu'ils ont 12 ans, 13 ans. Personnellement, je préfère des histoires qui se déroulent avec des personnages plus âgés, plus matures, au moins 26 ans, et surtout avec des enjeux qui sont plus vraisemblables. Et c'est aussi normal que les romances adolescentes soient dans l'exagération, dans l'intensité des émotions, parce que c'est aussi comme ça qu'on vit quand on est adolescent. Et en parlant de tout le monde, cet idéalisme de la fin toujours heureuse n'est pas anodin. Jamie Pritchard avance même que l'idéal de la romance est une forme de contestation pour les personnes noires qui sont traditionnellement exclues des romances. Elle analyse les romances de Rebecca Weatherspoon, qui met en scène des héroïnes noires en s'éloignant des stéréotypes de la femme noire forte ou de différentes formes de fétichisme envers leur sexualité et leur être. Au contraire, représenter des histoires de femmes noires aimantes et aimées est un acte de rébellion qui revendique l'humanité de celles qui sont encore trop souvent considérées comme indignes d'amour, ou en tout cas de cette forme d'amour inconditionnel que l'on retrouve dans les romances. Anderson ajoute la possibilité d'être prise en charge et qu'on prenne soin d'elle prend une dimension politique radicale lorsqu'elle s'applique à une population à qui l'on a historiquement refusé cette protection. Dans les romances noires, toujours, la dimension de partenariat est particulièrement représentée. Les deux partenaires sont mis sur un pied d'égalité dans une forme de justice sociale. Le but n'est pas de domestiquer un homme, mais de créer un environnement qui permette à la femme noire de s'épanouir pleinement dans une société qui l'invisibilise, elle et son désir. D'ailleurs, Henderson montre aussi que l'archétype du mâle alpha tel qu'on l'a déjà vu ne s'applique pas de la même manière aux personnages noirs, masculins donc. Everything all right in there? Trying to have a private moment? My bad. It's not that private though. Dans la romance blanche, le mâle alpha est souvent agressif et demande à être calmé, apaisé de ses gros sentiments de grand garçon. L'agressivité du héros noir est dirigée à l'extérieur de la relation envers l'État, la police, le racisme ordinaire, pour protéger physiquement l'héroïne de violences systémiques. Le héros n'est pas seulement un amant, il est le gardien de la domesticité noire. C'est une manière de dépasser la rhétorique raciste de l'homme noir violent et misogyne. Ces romances sortent les personnages racisés d'histoires tragiques et violentes et les montrent justement dans des moments tout à fait communs, sans faire de leur race le sujet de l'histoire. L'idéal de la romance humanise ses personnages et les met sur un pied d'égalité avec d'autres personnages. Les romances fonctionnent comme des rituels d'espoir construits sur une structure de liberté, où les capacités de l'héroïne à construire un véritable partenariat d'égal à égal avec un partenaire est une symbolique du pouvoir de la femme, dans un monde où son pouvoir réel demeure très friable, mais considéré et relégué dans les marges. Dans les fictions mainstream, les femmes sont encore trop systématiquement réduites à un propre, un simple objet de désir pour le héros hétérosexuel, voire un outil charnel dans le porno. La romance raconte une autre histoire et fait place belle à la femme. L'idéal de la romance devient presque nécessaire pour sortir des seuls constats déprimants du monde qu'on connaît tous bien. Mais on a le droit de rechercher et d'aller trouver un peu de réconfort quand même. Et il y a un parallèle assez intéressant à mon sens à faire avec tout un pan de la science-fiction et de l'imaginaire qui aujourd'hui propose aussi des récits alternatifs et pas seulement des dystopies apocalyptiques qui finalement laissent un peu déprimer et empêchent de penser ce qu'on est vraiment capable de faire. Margarito en avait très bien parlé dans sa vidéo sur le sujet, donc allez la voir parce que vraiment,
c'est trop bien. Mais même s'il y a pouvoir de la femme dans les romances, celui-ci se réalise dans le cadre d'une relation amoureuse, très souvent dans un couple hétérosexuel, traditionnel, conventionnel. Il faut se demander si la romance n'est pas un petit peu comme un cheval de Troie du monde patriarcal qui, malgré l'idéal, laisse tout le monde bien rangé à sa place sociale. Et on n'en bouge pas. On le pense, mais un petit peu et pas trop, quoi. Malgré tout ce qu'on vient de voir sur les évolutions du genre, les critiques avancent que la romance sanctifie les chaînes des femmes, en les enfermant dans des histoires d'amour. Ces histoires les réduisent à des agents aimants définis avant tout par leur capacité à aimer, dans une société patriarcale qui les relègue déjà au rôle de femme d'eux, de mère d'eux. La phrase « et ils furent heureux pour toujours » convainc la lectrice que sa destinée relationnelle en tant que femme ou mère est un choix libre ainsi qu'un triomphe personnel, plutôt qu'une obligation sociale. Janice Radway elle-même, dans son livre iconique qui a marqué un tournant dans l'étude des romances populaires par le monde académique, considère que la romance est un pansement. Les romans d'amour seraient comme une pommade que ces femmes s'appliquent sur leurs relations hétérosexuelles insatisfaisantes. La lecture de romances permet aux femmes de retrouver leur estime d'elles-mêmes, pour qu'elles puissent retourner dans les structures patriarcales qui l'en ont initialement privées. La romance offre un rituel d'espoir plutôt qu'un programme de changement social. Si ces histoires apportent un réconfort à un instant T grâce à cet échappatoire fictionnelle, elle laisse les lectrices diminuer lorsqu'elles se confrontent de nouveau au décalage entre la fiction et la réalité de sa vie. Pour Radway, cette fuite dans un ailleurs fictionnel meilleur que la vraie vie empêche les lectrices de penser et de passer à l'action, de revendiquer une amélioration de leurs conditions d'existence. En se contentant de cette forme de plaisir par procuration, la lectrice de romans d'amour risque de ne rien entreprendre pour transformer sa situation réelle, celle-là même qui a engendré son besoin de rechercher un tel plaisir. Cette analyse un peu pessimiste du rôle de la romance est à mitiger. Et d'ailleurs, Janice Radway le dit elle-même dans l'introduction revue de son travail. Elle a fait son étude auprès des Smithon Women, un groupe de femmes grandes lectrices de romances et d'un certain type de romance. Elles venaient toutes de classes sociales supérieures, blanches, très conservatrices. Ce ne sont pas de base des catégories de personnes engagées dans le moindre changement social, un tant soit peu progressiste. Ce sont au contraire des catégories de population attachées aux privilèges de leur mode de vie et bien conscientes de leur place dans la société. Cette conclusion négative, comme quoi la romance rendrait un peu triste et empêcherait de passer à l'action, n'est plus d'actualité aujourd'hui dans la recherche. Et en lisant les travaux de Radway, je trouve qu'elle est même la première à donner des billes allant à l'encontre de sa propre conclusion. Une part essentielle de ses recherches ont permis de mettre en avant que l'acte de lecture n'est pas un acte sans filtre, de pure réception, mais bien un acte engagé d'interprétation et de mise à distance de ce qui est lu. Lire n'est pas manger. Les lectrices ne sont pas des simples consommatrices passives qui assimilent et ingèrent tels quels ces romans. Ça a été d'ailleurs confirmé dans les travaux de sociologie de la lecture, et cela s'applique à l'entièreté des lecteurs, pas seulement aux lecteurs de romances. Mais il serait faux de dire qu'il n'y a pas une certaine idéologie conservatrice et monogame dans de nombreuses romances. C'est même pour moi un des fondements d'une maison d'édition comme Harlequin. J'ai lu un roman de Danielle Steele, Hôtel Vendôme. Au début, je voulais en lire plusieurs, puis ça m'a suffi. Pour moi, Danielle Steele était et l'archétype de l'écrivaine à la chaîne de romances gnangnan qui ne volent pas haut. Encore une fois, une idée que j'avais simplement basée sur les couvertures de ses livres puisque je n'en avais jamais lu et je ne connaissais personne qui en avait lu non plus. Et je suis vraiment tombée de ma chaise. Pas parce que c'était bien, mais parce que c'est le livre le plus conservateur que j'ai lu de ma vie. C'est l'histoire d'un homme, Gérard, bon il s'appelle pas Gérard mais je me souviens plus de son prénom. Il est passionné d'hôtellerie de luxe et il lance son propre hôtel, donc l'Hôtel Vendôme à New York. Il épouse une femme, il a une fille avec elle, mais sa femme se révèle être une femme intéressée qui le trompe avec un chanteur de rock. C'est une mauvaise mère qui abandonne son rôle et de mère et d'épouse. Mais contrairement à d'autres livres, on suit les 20 premières années de ce père aimant, travailleur, au service des plus fortunés qui visitent son hôtel. Taki, il est en train de lécher le huc derrière moi. En tant qu'homme célibataire, il plaît beaucoup, c'est un bon parti. Mais il doit naviguer entre la jeune femme belle qui n'en veut qu'après son argent, ou des femmes qui sont trop cupides, trop lascives. Quand arrive enfin celle qui l'embauche pour refaire le design des suites de l'hôtel, la relation se crée avec le temps. C'est une femme travailleuse, intègre,
modeste, qui connaît sa place. Il y a plein de passages qui sembleraient écrits par des bottes de la droite. Il faut travailler dur, faire des grèves, c'est pas bien pour les gentils patrons. Par rapport à d'autres que j'ai lus, c'est moins une romance qu'une sorte de manuel de validation des positions sociales bourgeoises. Les ultra-riches sont tous super gentils, de bonnes personnes, alors que les cuisiniers et les gens au bas de la chaîne, il faut les surveiller, parce qu'ils vont voler des livraisons, ils vont tenter des coups foireux. L'histoire romantique est d'ailleurs très peu charnelle, elle est surtout centrée sur l'engagement, le mariage qui va arriver, et on sent l'écrivaine Wasp à fond les ballons. Je sais pas si j'assume d'avoir écrit à fond les ballons dans mon script. Mettons de côté les romances, hyper matrixées par cette vision sociale. Les chercheuses Hernandez et Fekete avancent que si les représentations du désir et plaisir sexuel ont évolué pour placer l'accent sur le plaisir féminin avant tout, les changements de représentation dans le genre sont comme à l'arrêt. Pour l'écrasante majorité, le travail émotionnel, la charge mentale de se connecter à ses émotions, de pouvoir faire exister et vivre la relation, est toujours porté par les personnages féminins. C'est même naturalisé, par exemple, ce sentiment de gratification ou de succès quand les femmes réussissent à sauver des hommes qui sont émotionnellement fermés ou indisponibles. Alors que franchement, un partenaire qui ne communique pas, qui vous dit qu'il veut pas être avec vous, mais ciao, ne vous acharnez pas. Quelqu'un qui veut être avec vous, il sera avec vous. Point. La maturité émotionnelle est toujours très genrée. C'est comme une victoire d'atteindre le couple avec cet homme. Alors que la victoire devrait être lui dire d'aller voir un psy et d'arrêter de faire le gros bébé. Jayashri Kamble avance un contre-argument intéressant à ce travail émotionnel qui reste à la charge des femmes dans la romance. Cette mise en pause de l'égalité émotionnelle existe parce que les livres de romance sont l'un des rares endroits où les femmes peuvent demander et recevoir un excès d'attention émotionnelle comme une forme de compensation sociale. Dans ces fictions, le travail émotionnel de communication est reconnu, il est discuté, il est valorisé par l'intérêt romantique, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Ça me rappelle un de mes ex qui m'avait dit non mais en fait c'est parce que tu veux parler de nos problèmes qu'on a des problèmes. Si on n'en parle pas, on n'a pas de problème. Ah, je sais les choisir. Dans beaucoup de romances, les personnages finissent par se marier ou veulent se marier, ce qui semble quand même assez conservateur. Pour Pamela Regis, le mariage est avant tout un symbole. Dans les romances, ce n'est pas une capitulation aux normes patriarcales, mais bien une victoire, car la femme est celle qui choisit son mari et sa relation. Donc ce n'est pas tout monochrome, il y a plusieurs choses qui sont vraies à la fois dans la romance. Et ces livres entretiennent l'idée d'une fausse universalité de l'amour, selon justement les schémas occidentaux. Sans surprise d'ailleurs, les changements de paradigme, les nouveautés, viennent de romances underground comme les romances queer par exemple. Bridget Kess a étudié la nouvelle tendance de ces livres de refuser le mariage dans les livres gays. Elle avance que, étant donné que les personnes queer sont aujourd'hui libres de se marier, en tout cas dans les pays de production de ces œuvres, elles sont aussi libres maintenant de rejeter le mariage légal, car il serait contraire à l'identité queer de leur relation. C'est une possibilité, mais plus une obligation. Et dans ces romances queer, la résolution de l'histoire reste gratifiante, elle reste positive. Mais les 8 éléments de Pamela Regis se voient détournés, enrichis. Michael Warner milite pour une acceptation franche des pratiques queer qui s'affranchissent des normes de respectabilité. Cette norme dit que le couple queer peut être accepté, mais tant qu'il correspond à une variante du couple blanc, hétérosexuel, bourgeois en fait. Plus les romances alternatives à ces normes existent et font voir d'autres modalités de couple, plus le champ d'horizon du genre me semble intéressant, en ce qu'il peut fonctionner comme une véritable expérimentation des formes de relations humaines et permettre de tester et d'appliquer certaines choses ou pas dans sa propre vie. On se sent un peu rassuré de se dire que c'est ok de pas vouloir ce que beaucoup de gens veulent par exemple. No Sex Club de Betty Piccioli est un exemple passionnant de livre young adulte qui explore la sexualité et le spectre de la sexualité. C'est vraiment un très chouette livre que je recommanderais à tout parent d'adolescent pour permettre de penser la pression déjà de la sexualité et aux relations sexuelles qu'on peut avoir quand on est jeune. Moi, j'aurais vraiment bien aimé lire un tel livre quand j'avais 15-16 ans, peut-être même plus jeune, en tout cas, vraiment je vous le conseille. En conclusion de cette partie, je vais faire un parallèle qui peut-être vous semblera étrange, mais restez avec moi. Il me semble que reprocher à la romance d'entretenir la domination des femmes dans une société patriarcale équivaut à reprocher aux personnes qui sont anticapitalistes d'avoir un compte bancaire, une carte bancaire, de participer à l'économie. On fait partie de ce système, on existe dedans, et il ne faut pas confondre prise de conscience, le fait de penser les structures et le monde avec
le pouvoir réel, les capacités de chaque individu dans ce système qui le contraint. Je me suis plongée dans pas mal de forums où les lectrices avouaient qu'elles avaient peur parce que, selon elles, la romance les a un peu fuck-upées. Maintenant, elles se rendent compte que les book boyfriends peuvent être comme ça, et si elles n'en trouvent pas dans leur vie réelle, ça les intéresse pas. Et en fait, tant mieux. Demander plus, ne pas se contenter du minimum, ou moins que le minimum, c'est déjà un acte de contestation douce du système patriarcal. Une tendance qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, c'est la dark romance. Certains se demandent même si c'est une bonne chose que les jeunes se mettent à lire, si c'est pour lire ce genre de livres qui montrent des histoires de domination, des scénarios sombres, de kidnapping, qui risquent de donner une image distordue de ce qu'est une relation amoureuse, et surtout de montrer sans filtre des pratiques sexuelles comme le BDSM, un peu trop précocement à un lectorat inexpérimenté. En préambule, je dois vous dire que la dark romance, c'est absolument pas mon truc. Dans ma sélection, j'ai lu des livres plus ou moins poussés dans leur dimension érotique et érotique subversif comme BDSM, etc. Et je pense qu'ils sont sur une ligne fine, proche de la dark romance, mais qu'ils n'en sont pas exactement. Tout ça pour vous dire que je vais plutôt approcher la dark romance, la new romance au global, d'un point de vue académique et seulement par ces lectures qui s'en approchent. Les scénarios de ces histoires tournent souvent autour de kidnapping, mais l'héroïne va tomber amoureuse de son ravisseur ou des histoires dans ce genre, assez noires, avec des descriptions très graphiques et détaillées d'actes sexuels. Parfois, l'histoire n'est pas aussi sombre, mais les personnages vont explorer des formes de sexualité en dehors des normes, comme tout ce qui concerne la soumission, domination. Et en sachant ça, je me disais que le consentement serait donc absent du genre, que ce serait VSS en veux-tu, en voilà. Dans son étude de 2024 sur le genre, Jeannette Hernandez a mis en avant un fait qui peut sembler contre-intuitif à toute personne qui ne lit pas de dark romance. Le consentement verbal est discuté plus fréquemment et de manière plus directe, plus claire, plus explicite que dans la romance mainstream. Pour comprendre ce qui semble être un paradoxe, il faut présenter le concept du Dominant Cultural Sexual Script. Il s'agit d'une séquence prédéfinie d'interactions hétérosexuelles que la société intègre comme normale, comme évidente. Ça commence par on a de l'attirance, on s'embrasse, on se dit qu'on se plaît, on se touche un petit peu et on couche ensemble jusqu'à la culmination dans la bien sûr. Cet ordre d'action est invariablement presque toujours le même, d'où cette idée de script. C'est une représentation qu'on a tellement intégrée comme une norme qu'on s'y conforme sans même y penser. Et comme la dark romance ne repose pas sur ces scripts préétablis, les échanges et les actes nécessitent un niveau plus élevé de communication et de négociation entre les personnages. Et ça ne veut pas dire que certains livres de dark romance ne représentent pas des scènes de VSS ou des mais j'ai pu parcourir de nombreux forums de discussion où les lectrices se partageaient justement les romances à éviter, car elles refusent de romantiser le Il y a parfois des représentations de fantasmes de VSS, mais qui sont négociées entre les personnages. On en pense ce qu'on veut. Moi, je suis pas là pour juger les fétiches que certaines personnes peuvent avoir. Le consentement est même un prérequis pour les lectrices de ce genre. S'il n'est pas explicite dans les livres, alors elles s'en détournent. Cette importance se retrouve même dans les critères de publication. Aujourd'hui, les maisons d'édition comme Riptide donnent des consignes très précises à leurs éditeurs. Le consentement doit être verbalisé ou explicité au début de toute relation BDSM ou à chaque fois que les personnages expérimentent des pratiques nouvelles. Dans Haven de Rebecca Weatherspoon, c'est exactement ce qui se passe. Les deux personnages principaux entreprennent différents actes, notamment jusqu'à une scène d'homme sub. Et ça va peut-être vous sembler étrange que je dise ça comme ça sur une chaîne littéraire, mais en fait c'était super intéressant comme apprentissage sur une pratique qu'on peut pas justement improviser comme ça. Ça peut permettre de prendre confiance, d'aller explorer potentiellement dans de bonnes conditions, et justement en n'étant pas naïf ou naïve sur ces pratiques. Parce qu'encore une fois, contrairement à d'autres types de représentations de pratiques, dans ces livres, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas seulement la description des actes, on a accès à toute l'intériorité des personnages, à une dimension très humaine, très empathique. Et je pense que la dark romance contribue à enlever les stigmates de honte sur certaines pratiques sexuelles pour potentiellement les essayer dans un environnement et en tout cas de manière plus safe finalement. La dark romance est souvent taxée de vulgaire ou de problématique parce qu'elle explore les facettes d'une sexualité qu'on n'associe généralement pas aux femmes. Une sexualité qu'on a l'habitude de voir représentée dans des formats qui sont en général très effrayants pour les femmes, comme dans le porno. Et surtout, la vulgarité n'empêche aucunement les discussions permanentes dans ces livres sur le consentement. Là où dans son étude, Jeannette Hernandez a mis en avant que dans les romances plus mainstream,
Le consentement se résume presque toujours à une discussion sur le port du préservatif, et pas sur tous les actes qui peuvent avoir lieu. La dark romance prend le contre-pied du unsexy myth, comme quoi demander le consentement, le port du préservatif, ce serait maladroit, ça casserait le mood, ça gâcherait tout. Au contraire, ces scènes, ces livres créent un espace de prise de conscience en montrant de quelle manière il peut être sain d'explorer avec un ou une partenaire. Ces livres montrent la part active et la distance que prennent les lecteurs avec leurs textes. Les lectrices, surtout les moins expérimentées, peuvent étudier sans être jugées comment le consentement se discute à de nombreux moments dans un scénario donné, tout comme il est stupide de dire que les jeux vidéo violents rendent toutes les personnes qui y jouent violents, il serait stupide de dire que la dark romance conduit toutes les lectrices à devenir des hardcore BDSM. Le genre fonctionne comme un laboratoire sécurisé d'exploration de fantasmes qui n'a pas d'équivalent pour les femmes. Les représentations de ce type de pratiques sexuelles sont encore trop souvent l'apanage de récits, de fiction, de films porno par exemple, écrits par des hommes, où les femmes souffrent, où elles sont dominées sans exister autrement que comme un corps. Parce que quand on y réfléchit, quels sont les médiums d'exploration des fantasmes pour les femmes ? On admet, même si on le déplore, que les hommes, les très jeunes garçons, soient conditionnés et formatés par la pornographie. Mais le porno n'est que très marginalement regardé et apprécié par les femmes. C'est pas une forme qui est faite pour nous. Ces livres fonctionnent comme un équivalent plus sain, car déjà la réception d'un livre, la lecture d'un livre, n'a rien à voir avec le fait de regarder une vidéo. Et puis, ça reste des scénarios fictifs. Derrière, l'industrie de la dark romance n'est pas connue pour ses dérives, alors que le monde pornographique a des belles casseroles. À la lumière de tout cela, si c'était à choisir, je préférerais effectivement que mes enfants lisent ces livres plutôt que se confrontent à la violence du porno. Si on admet en tout cas que ce sont deux options en regard l'une de l'autre. Et oui, on peut se demander bien sûr si c'est ok que des filles de 12 ans lisent des scènes de BDSM. Mais c'est aussi choquant pour moi qu'un garçon du même âge regarde ce type de contenu sur Internet. Plutôt que de condamner ces lectures, il faut plutôt s'y intéresser et accompagner les jeunes qui les lisent dans une compréhension critique et saine de ces livres. Ça me semble bien plus pertinent parce que de toute façon, ils vont être confrontés à des violences sous toutes leurs formes. C'est là où on peut les aider à faire le tri, à ne pas aller vers des livres problématiques qui romantisent violence et L'industrie de la romance est dominée par des immenses conglomérats qui cherchent à produire de la merde en masse, tant que ça se vend. Ces mastodontes créent les normes de ces histoires, les lectrices ne sont que des simples consommatrices crédules victimes de ces manipulations. Dans cette dernière partie, on va prendre un peu de recul sur les œuvres et leurs thèmes pour envisager l'industrie plus globalement. Industrie qui, elle aussi, a beaucoup changé, et pas du tout à la fois d'ailleurs. Un peu comme nous, on est de retour en 1936, je sais pas si vous avez remarqué. Il serait faux de dire que l'industrie de la romance est géniale, et sous certains aspects, elle tire même la qualité des œuvres par le bas. L'industrie est dominée par des maisons d'édition qui publient avant tout de la quantité. Leur stratégie, c'est comme disent nos amis anglo-saxons avec leur expression que j'adore, to throw pasta at the wall and see what sticks. Et petit aparté, apparemment ce dicton très étrange pourrait s'expliquer par le fait que si les pâtes sont trop cuites, elles vont coller au mur, alors que si elles sont al dente, elles ne collent pas. En tout cas, dans le monde de l'édition de la romance, ça veut dire publier plein de choses de manière quasiment indifférenciée, avec peu, voire très peu d'accompagnement éditorial, et se dire dans tout ça, on en a bien un qui va marcher un peu mieux que les autres. Mais ce n'est pas que ça. Une maison comme Harlequin a un fonctionnement un peu particulier. Elle propose des abonnements. Et donc, il faut garder l'intérêt des lectrices, en sachant qu'un livre de romance se lit assez vite. Donc, il faut proposer de la quantité. Le monde du livre reste bien sûr un commerce avec ses exigences de rentabilité. Et des maisons d'édition comme Harlequin, qui sont immenses, ont la stratégie de tout conglomérat. C'est-à-dire centraliser certaines fonctions dites support pour diminuer les coûts administratifs. Et récemment, c'est la même maison d'édition Harlequin qui a ouvert la voie en annonçant qu'ils allaient avoir recours à l'IA pour leur traduction. Ils ont appelé tous leurs traducteurs, toutes leurs traductrices pour leur annoncer la fin de leur contrat. Mais en tout cas, ces mêmes personnes pouvaient continuer à travailler, mais seulement à améliorer la traduction initiale proposée par l'IA. Faire du fignolage, quoi. Harlequin, c'est 700 livres publiés par an. 50 millions de lectrices. C'est une perte phénoménale pour ces traducteurs et traductrices. Et il est évident que la qualité des œuvres va s'en ressentir. Un traducteur ne traduit jamais que des mots. Il ou elle fait justice au style de l'auteur, à son contexte de création, à son intention. On est de tout cœur avec les traductrices lésées, mais on ne juge pas celles et ceux qui vont choisir de continuer à travailler avec Harlequin. Dans cette économie, franchement, chacun fait ce qu'il peut. Et dans le même esprit de surproduction, on retrouve les éditions Hugo.
Et c'est pas pour juger ceux qui publient là-bas ou ceux qui lisent ces livres. Si vous devez lire des romances, moi, je vous conseille en mon âme et conscience de ne pas lire des romances de ces maisons d'édition-là. L'industrie de la romance mérite sa dénomination d'industrie. Comme l'a analysé Radway, le boom de la romance des années 1970 n'est pas seulement à comprendre comme un backlash contre les idées féministes, mais la conséquence de transformations technologiques et organisationnelles dans le monde de l'édition. Selon elle, les romances sont des commodités avec une marque, un peu comme des savons, un produit de tous les jours dont tout le monde a besoin et avec une marque qui va les différencier. L'incroyable popularité de la romance s'explique en partie par cette transformation. Une industrie centrée sur le consommateur, utilisant des techniques sophistiquées de marketing et de publicité pour faciliter l'achat de la marchandise proposée. Les éditeurs de romances utilisent des techniques d'études de marché pour avoir des trames standardisées et ainsi s'assurer des ventes prévisionnelles. Le mode de fonctionnement est aussi différent d'autres maisons. Les coûts de production sont amoindris par une publication qu'on appelle semi-programmée. En fait, les éditeurs recherchent certaines catégories précises de manuscrits pour l'audience qu'ils connaissent bien. Tant de romances historiques, tant de romances médicales, tant de romances milliardaires sexy. Selon Radway toujours, le succès d'Arlequin est avant tout la conséquence d'une stratégie de distribution. En mettant les livres dans des supermarchés, dans les lieux de vente où les femmes seront plus réceptives ou susceptibles de passer à l'achat de ce genre d'ouvrage. Radway a défini la matrice institutionnelle du genre de la romance, mais depuis son étude de 1984, les chercheuses ont formalisé les changements survenus des dernières années en ce qu'elles appellent maintenant l'industrie de la lecture. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et particulièrement BookTok, l'acte de lire est devenu une performance de l'identité qui entérine le rôle des lectrices dans cette industrie de la lecture. Il y a toute une esthétique reading identity avec des revendications telles que le hot girl reading ou de bookishness avec des codes très spécifiques. Et les maisons d'édition sont très attentives car ces lecteurs et lectrices peuvent faire ou défaire des best-sellers. Dans cette industrie de la romance, on vote vraiment avec son argent. L'un des bénéfice d'une industrie aussi rodée, ou plutôt la conséquence de cette industrie, c'est que si ça plaît aux lecteurs, si ça se vend, on en produit plus. C'est à double tranchant, mais donc si on est optimiste, on peut se dire que ça permet à des changements de devenir pérennes, comme on l'a vu avec la place du consentement. C'est ce qu'analyse Janet Hernandez. Les maisons d'édition traditionnelles de romance commencent à être à la traîne derrière la romance indépendante et la dark romance, en termes de représentation réaliste de communication saine. Le degré d'attention porté aux lectrices est tel que plus les lectrices vont être exigeantes, plus elles vont refuser certaines histoires ou aller davantage vers des histoires marginalisées comme les romances queer, les romances noires, alors les histoires mainstream vont évoluer en conséquence. Eh ben ma foi, quel périple, hein! Quel périple! Si vous avez regardé jusqu'à présent, mais merci et bravo à vous. En tout cas, je suis super contente d'avoir dépassé mes idées reçues et de m'être confrontée à un genre que je ne lis pas. Et aussi aux travaux académiques sur le sujet, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre tellement de choses. Et pour moi, aujourd'hui, je peux dépasser le niveau zéro de la réflexion sur la romance et vous l'avoir partagé. Pour moi, c'est tout ce que je veux de ma chaîne YouTube. J'ai découvert des chouettes auteurs, des chouettes autrices que je vais continuer à suivre et d'autres que je ne relirai pas. Mais en tout cas, j'ai un avis beaucoup plus nuancé sur le sujet. Pour vous retrouver un petit peu plus facilement dans tout ce dont j'ai parlé, j'ai fait une page web qui reprend l'ensemble des livres recommandés, les travaux aussi académiques. Enfin, il y aura pas mal de choses. Je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas encore fait. Si vous êtes encore là, je vais vous partager un petit secret vraiment qu'à vous. Cette vidéo est partie du fait que de nombreuses fois, j'avais vu passer The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. Et je me disais, mais c'est affreux, mais ça a l'air nul. Je regardais la couverture, je me disais, mais qui lit ça? Ça a l'air vraiment naze de naze. Et en fait, non seulement c'était très bien, mais j'ai lu presque tout Ali Hazelwood. Et Ali Hazelwood, c'est vraiment une nana surstylée, surdiplômée. Enfin, vraiment, elle est trop inspirante. S'il y a un truc que je changerais dans les romances, ce sont les couvertures. Oh, vraiment, le design. Oh là là, je trouve qu'elles font pas honneur au genre. Et en même temps, je sais que vu que ça fonctionne comme une barrière un peu visuelle, stylistique, c'est aussi ce qui marche et ce qui attire. Mais moi, j'aimerais tellement qu'elle soit pas aussi laide. J'ai pas envie d'avoir des livres qui ressemblent à ça dans ma bibliothèque. Et en parcourant toutes ces histoires, ces personnages, ces situations de communication et de négociation entre des personnes, d'attirance, etc., je me suis dit que les hommes gagneraient à lire des romances. Les hommes hétérosexuels s'entend, mais vraiment, premier degré. J'ai appris qu'on disait premier degré maintenant.
pour nous les vieux. En fait, dans nombre de ces romances, les hommes hétérosexuels pourraient comprendre un peu mieux comment communiquer, comment être un bon partenaire, un peu ce que veulent les femmes, mais cette fois écrit par des femmes et par une multiplicité de points de vue de femmes et de situations qui leur permettraient de prendre un peu du recul, d'essayer de réfléchir. Franchement, ça leur ferait beaucoup de bien et je pense que tout le monde y gagnerait, les hommes en premier et les femmes parce qu'elles auraient potentiellement des hommes un peu meilleurs. Je continuerai à lire des romances de temps à autre et comme je ne doute pas que mon entreprise de me confronter à mes propres idées reçues vous a inspiré, eh bien, cette année, je vous le dis, j'ai lancé un club d'échange qui s'appelle Qu'est-ce qu'on dit? Oui, je suis pas toujours très inspirée par les noms. C'est pas vraiment un club de lecture au sens où moi, ça m'angoisse trop de dire voilà, on définit un livre à lire tous les mois. Mais c'est un club de format évolutif et pour le mois de mars, le challenge, c'est justement sortez de votre zone de confort. Le but, c'est d'aller lire un livre d'un genre que vous n'avez jamais lu ou qui vous semble quand même à l'opposé de vos goûts. Le but, c'est aussi que vous veniez dans la communauté de Joyeux Luron pour qu'on puisse vous conseiller, parce que c'est pas de lire le pire de la littérature du tout, c'est vraiment d'aller vers des œuvres qui pourraient vous plaire et vous détromper sur des genres ou des personnes, des auteurs et des autrices. Encore une fois, il y a plusieurs manières de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, sur le Ko-fi. Merci aux gens gentils, comme d'habitude, et puis à bientôt.